bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue chez Labellio. On rencontre avec Mélanie Taquet. Bonjour Mélanie. Bonjour. On va parler ensemble de votre second roman, Reviens quand tu veux, publié comme le précédent d'ailleurs aux éditions Erol. Alors c'est celui-ci, Reviens quand tu veux. Le premier était déjà publié aux éditions Erol. Reste aussi longtemps que tu voudras. Alors déjà, deux questions pour commencer à vous tous. Est-ce que vous avez tous lu Reviens quand tu veux? Je crois qu'il y en a deux qui n'ont pas lu. Qui n'a pas lu? Non, c'est vous. On va peut-être pas parler des derniers événements du livre, on va quand même en parler un peu, mais pas de la toute fin. Est-ce que vous avez lu le précédent? Non. Qui n'a pas lu? Je voudrais voir. Ok, bon, on va peut-être revenir un peu sur celui-ci aussi, un peu en début de rencontre, parler des personnages qui se suivent, enfin, qui sont dans les deux romans. On a eu l'occasion de faire une première rencontre il y a un an, pour la sortie justement du premier roman. Certains étaient présents peut-être? Oui. Qui était là? Oui, je vous reconnais. C'est plus facile de mémoriser les visages des hommes parce qu'on va plus loin. On a trois hommes, c'est quand même pas si mal, c'est pas un record, mais pas loin. Merci messieurs d'être là. Merci beaucoup. Alors dans le premier, on suivait Nina qui débarquait à Florence. On ne savait pas trop pourquoi au début d'ailleurs. Elle a retrouvé une amie d'enfance, Anna, qui tient une maison d'hôtes. On comprend un peu plus tard qu'elle a accouché, on peut le dire, hein, on peut révéler un peu dans le premier roman. Donc même si, si vous n'avez pas lu, ça ne vous gâchera pas le plaisir. On apprend qu'elle a accouché d'un enfant. Mais voilà, elle a une sorte de crise post-partum. À la fin du roman, elle repartait en France, après avoir tout de même rencontré un ami, Marco, et un petit ami, Simonet. Alors dans le second roman, vous prenez les personnages quelques années plus tard, d'abord en France, où Nina apprend tant bien que mal son rôle de mère, puis en Italie, où elle se rend pour le mariage de son ami Marco. Celui-ci, s'il avait une aventure avec Anna, s'est réfugié dans les bras d'une amie d'enfance, Gigi, une amie devenue sa fiancée. Alors on va en parler tous ensemble de ces personnages, de ces deux romans. Vous avez des questions sur le premier ou sur le second, surtout sur le second. Mais n'hésitez vraiment pas à participer, on a un micro pour vous. Donc si vous souhaitez rejoindre les discussions, poser des questions, des remarques, transmettre, vraiment n'hésitez pas à tout moment à participer. Levez la main et puis on pourra en parler. Je rappelle qu'avant de publier vos deux romans, vous avez auparavant publié un recueil de nouvelles, L'instinct des innocents. Et vous êtes peut-être encore aujourd'hui toujours éducatrice Montessori? Alors je ne suis plus exactement éducatrice Montessori, je suis toujours dans le milieu Montessori, mais là je fais traductrice pour une formation. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Une première question pour commencer. Alors dans le second roman, on suit Nina quelques années plus tard. Pourquoi avoir choisi de ne pas commencer directement après la fin du premier roman? C'était un choix tout à fait délibéré parce que je trouvais que le moment qu'elle allait passer en France, en fait, elle revenait en France pour se reconnecter à ce bébé avec qui elle avait du mal à tisser des liens. Et je trouvais que c'est finalement un moment qui lui appartenait à elle et j'avais pas envie d'être, c'est idiot parce que c'est un personnage que j'ai fait, mais j'avais pas envie d'être intrusive. J'avais pas envie de lui voler ça. Je trouvais que c'était intéressant aussi au niveau narratif de voir 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils étaient devenus, comment ils avaient évolué, et partir de ce postulat-là. Voilà. On peut revenir d'ailleurs sur le premier roman. Comment est-ce qu'il est né exactement ce premier roman? Il est né de ces personnages, de ce personnage de Nina, qui est au cœur des deux romans. C'est d'elle qui est venu ce roman? C'est d'abord venu de la ville de Florence, qui est un personnage pour moi, notamment dans le premier, à part entière. Voilà, c'est l'Italie qui m'avait inspirée, j'avais envie de raconter cette ville. Et puis oui, Nina est venue, je pense que moi aussi je traversais une crise identitaire qui n'a rien à voir avec ce que Nina a vécu, je vous rassure. Mais voilà, et ce personnage-là, petit à petit, s'est construit, s'est tissé, et est devenu une amie dans ma tête, j'en ai beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez déjà des questions, vraiment à tout moment, la parole est à vous. Quand vous avez écrit le premier, vous aviez déjà en tête ce qui allait se passer sur un long arc, et notamment un second roman. Vous aviez déjà en tête sa trajectoire, son chemin à Nina? Ça m'est venu, en fait, j'ai fini d'écrire le dernier chapitre il y a 2 ans. J'étais à Londres encore, j'habite encore à Londres, et j'étais en train d'écrire le dernier chapitre et j'avais ce petit « Ah, mais j'aimerais bien savoir ce qui va se passer pour eux », et c'est comme ça qu'est venue l'idée les premiers... Voilà, j'ai un peu esquissé les principaux axes de ce deuxième roman en écrivant mon dernier chapitre du premier il y a 2 ans. L'accueil avait été très positif à ce premier roman. Est-ce que l'accueil a pu avoir vous avez regardé ce qui s'écrivait, les critiques des lecteurs, orienter peut-être ou pas certains personnages? Je lis
j'aime bien lire les critiques, j'aime bien lire les retours parce que moi ça me permet de grandir. Si on se confronte pas au regard des autres, on n'évolue pas. Est-ce que ça a influencé mon écriture? Oui et non, dans le sens où je veux quand même être fidèle au personnage et aussi honnête envers les lecteurs. Je ne vais pas écrire quelque chose pour faire plaisir à un lectorat. Je vais écrire des choses qui me semblent sensées, qui me collent à la peau. Mais j'aime bien aussi les gens qui vont me raconter comment ils ont vécu les personnages, etc. Ça me permet d'imaginer, de voir des axes que moi j'aurais pas envisagé forcément. On les retrouve quasiment tous, les personnages du premier roman. Il y avait un vrai plaisir de les retrouver, de vouloir les retrouver. Le casting est quasiment intégral du premier. Oui, tout à fait, quasiment. Même d'autres personnages qui se développent. En fait, Gisela, elle était dans le premier. Julien était dans le premier aussi, mais c'était des personnages qui étaient presque anecdotiques finalement face à Nina, Anna, Marco, Michele. Michele, on le retrouve aussi, mais là pour le coup, on le voit un petit peu moins interagir. Et tout cela, vous saviez assez vite quel personnage vous alliez utiliser pour ce roman? Oui, parce qu'en fait, dans ma tête, je savais déjà un petit peu chacun comment ils allaient évoluer, vers quoi ils allaient se diriger. Alors, je mets une critique à la page des livres. Ici. Aucun protagoniste n'est caricaturé, ils sont vivants et bien cernés du point de vue psychologique. Les personnages sont très importants dans mon roman, c'est deux qui viennent de l'histoire, il y a la ville de Florence, là il y a d'autres villes mais on en parlera très tard. Les personnages ils sont très écrits avant de les insérer dans le roman. Ils ne sont pas écrits parce que rien n'est figé sur du papier, parce que j'aime bien leur laisser aussi la possibilité de me surprendre. Mais ils sont... quand je dis que c'est des amis dans ma tête, c'est pas une blague. J'ai vraiment ces gens dans ma tête qui évoluent, qui grandissent. Parfois, je vais rencontrer quelqu'un, je vais me dire « Ah, ça, ce trait de caractère, ça correspond bien à tel personnage, tel personnage. » Alors, on a quelques nouveaux personnages, effectivement. Enola, par exemple, ou Sandrine. C'était facile de les intégrer. Il y en a quelques-uns qui étaient déjà en filigrane présents dans le premier roman. C'était facile de les mettre au milieu de personnages qui étaient déjà appréciés du public, des lecteurs. C'était facile dans le sens où la vie, vous avez tous une vie et parfois vous rencontrez des gens. Voilà, il y a donc 3 ans après, c'est normal que chacun évolue et rencontre des gens. Sandrine, ça a été un personnage très facile à écrire parce que moi-même j'étais plus ou moins dans une situation semblable à la sienne. J'étais belle-mère, j'ai facilité aussi un petit peu la relation entre un papa et son fils pour le coup et l'ex. Donc c'était pour moi un personnage qui finalement a une dimension particulière à mes yeux. Et puis Enora, je me suis beaucoup posé la question. Quand je crée mes personnages, j'aime bien, pour éviter justement d'être trop dans des clichés, de me dire et si finalement ce personnage-là c'était un homme, si c'était une femme, s'il était âgé, s'il était. Voilà. Avant qu'ils prennent vraiment forme, je leur essaye des costumes un petit peu. Et Enora, voilà, au départ c'était un homme, et puis finalement je suis partie sur une femme parce que je trouvais ça intéressant et c'est quelque chose qui est peu abordé dans la littérature, disons, grand public de nos jours. Donc voilà. Et puis ça correspondait, je ne l'ai pas mis juste parce que c'est un thème qui n'est pas beaucoup abordé, mais c'est aussi parce que je trouvais que ça correspondait bien à la quête identitaire de Nina. Des questions, des remarques sur ce que vous voulez dire sur ça, n'hésitez pas. Oui. Françoise, vos critiques, parce qu'elles sont très bonnes, vous avez certains publiés sur la vidéo, elles sont très positives, donc vraiment n'hésitez pas. Je vais citer des critiques. Lunatique 57. Elle n'est pas là. Ça, c'est des blogueurs. À la page des livres et Lunatique, oui, je les connais pas personnellement, mais c'est des blogueuses qui m'ont suivi déjà depuis le premier roman. Alors, elle écrit en 3 ans, ils ont évolué, les personnages, ils ont gagné en assurance, en maturité. Je n'ai pas toujours bien compris les choix qu'ils font, ils m'ont énervé, agacé, mais touché à la fois. Sur l'évolution des personnages, on en a un peu parlé, mais c'était du coup. Rien n'était écrit à la base, ils ont évolué en même temps que l'écriture, au fil des pages. Il y a quand même une espèce de structure. Je sais où ils vont, les chemins qu'ils vont prendre, c'est eux qui me les racontent. Et comme je dis, des fois j'aime bien me dire, ah mais si ils prenaient ça comme ça, donc par là, et je vois si ça colle à la psychologie, à la personnalité du personnage. Alors, il y a beaucoup de questions de maternité dans ce roman. C'est un thème que vous souhaitiez explorer à travers ce second. Plus que dans le premier. Dans le premier, c'était la maternité présente, mais un peu en caché. Et dans le deuxième, elle est beaucoup plus explorée. Oui, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une maternité qui est refusée dans le premier. Donc c'est faire la paix avec ça et comment on revient. Là, on est sur comment on devient. Quand on n'a pas le désir d'être maman, comment on devient pour faire au mieux. Et c'est un peu ce qu'elle dit souvent, je fais de mon mieux. Voilà, je ne suis pas parfaite, mais je fais de mon mieux. Et ça, je pense que
pour avoir travaillé en Montessori avec beaucoup de parents, il y en a beaucoup qui ont des enfants et qui sont un peu perdus, qui ne savent pas et qui font des choix et qu'après ils regrettent, culpabilisent. Il y a une forte culpabilité quand on est parent. Je sais pas si pour vous c'est ça, mais moi je l'ai beaucoup vu en interagissant. Donc c'était une question, oui, qui me trottait beaucoup dans la tête et que j'avais envie d'aborder ici. Votre expérience, du coup, a joué dans l'écriture du roman auprès des enfants? Mon expérience auprès des parents des enfants, du coup, mais oui, parce que au quotidien, j'accompagnais les familles, des enfants qui parfois posent questions ou des situations problématiques et les parents qui sont un peu démunis. Donc moi, j'étais là aussi, mais je n'avais pas les clés. On travaillait ensemble, en fait. On élaborait des solutions, on essayait, voilà. Et cette idée de faire au mieux, c'est vraiment quelque chose que finalement j'essaie de passer. C'est que, de toute façon, je pense que s'il y a des parents qui sont parfaits, ça crée des névroses de fou chez les enfants. Donc il faut des parents imparfaits, c'est ce que disait Winnicott, disait une mère suffisamment bonne, donc voilà, donner autant que possible, mais pas de perfection, parce que c'est une chape de plomb sur les enfants, je pense. Alors justement, une critique de Menlab, après je donne la parole. L'air de rien, dans un style léger, Mélanie nous dit la complexité de vivre avec nos névroses, les marques de notre éducation et de suivre nos propres chemins. Il y a des messages dans ce roman, il y a une envie aussi de traiter ces sujets-là et de... Le message, c'est surtout, je pense, au-delà des thèmes de la maternité qui sont abordés. Le message principal, c'est qu'en fait, on est tous humains et on a le droit à l'erreur. Mais notre responsabilité en tant qu'être humain, c'est d'essayer d'apprendre et de grandir et de prendre nos responsabilités. On peut pas laisser ce que Nina apprend dans ce roman. C'est que, oui, tu as le droit de chercher qui tu es. Mais tu n'as pas le droit de le faire aux dépens des autres. Et c'est là où elle grandit. Une question ici. J'étais un petit peu surpris par cette histoire de 3 ans, parce que dans le premier, c'était le refus de la maternité, et donc je m'attendais à ce qu'on voit l'éducation d'Alexandre, et c'est pas vraiment le cas. Et donc Alexandre est finalement il est présent un petit peu, mais il n'est pas vraiment là. Et je suis un petit peu surpris de ça, parce qu'on a l'impression quand même qu'elle est repartie, qu'elle va rester longtemps, et on se pose vraiment la question moi je me suis posé la question, si vraiment elle avait dépassé cette difficulté du début, et si Alexandre pouvait être aussi gentil qu'il avait l'air d'être avec sa mère. C'est une bonne question. Les 3 ans, c'était vraiment quelque chose, d'une volonté, d'une part parce que je me suis posé la question, est-ce que ça se passerait à Paris, est-ce que ça se passerait en Italie, puis j'avais vraiment envie de cette idée de repartir. Le fait de, voilà, et quand elle y était la première fois, elle a trouvé certaines réponses, partielles ou imparfaites, mais elle en a trouvé quelques-unes pour repartir chez elle. Donc là, j'avais envie de finalement ce mouvement à nouveau et de se confronter à qui on était il y a 3 ans. C'est un peu ce qu'elle vit quand elle rencontre le personnage de David dans la rue qui est devenu papa. Et finalement, elle est confrontée en le voyant à qui elle était elle-même 3 ans auparavant. Et elle voit qu'elle a évolué. Elle est fière de ça. Elle n'est pas parfaite, mais elle a évolué. Alexandre, du coup, ne pouvait pas venir avec elle parce que la situation fait que son père est assez protecteur. Donc oui, on le voit en filigrane. Le côté gentil, c'est quelque chose que j'ai observé moi. Donc c'est pour ça que je l'ai retranscrit. Il y a des enfants comme ça parce qu'ils sentent une faiblesse chez les parents ou parce qu'il y en a qui vont être en opposition permanente et d'autres qui vont être au contraire très dociles. Et il n'est pas si gentil que ça. Bon, je l'ai un peu effleuré, mais c'était pas le cœur du sujet, Alexandre. Mais quand elle dit qu'à l'école il fait des bêtises, Sandrine lui raconte. C'est un enfant normal, mais quand il est face à sa mère et que sa mère. Et que quelque part, il y a des enfants qui endossent ce rôle de parents pour leurs parents, quoi. Donc déjà dès cet âge-là, il y a une docilité qui se met en œuvre parce qu'ils sentent peut-être cette faiblesse des enfants et ils ont une capacité à absorber des choses qui me laissent bien. Surpris. Juste un petit complément. J'ai aussi l'impression qu'elle avait grandi par rapport aux autres, mais pas tellement par rapport à son fils. Non, mais c'est son droit. Non, elle a grandi comme. Non, mais voilà. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que oui, elle est en construction et quand elle rentre, c'est pas ça y est, je me suis trouvée.
Parce que je trouve que, enfin je sais pas pour vous, si vous avez déjà traversé des phases où vous vous questionnez sur qui vous êtes, mais on n'a pas tout à coup l'illumination. C'est un peu ce qui m'a poussé à écrire le premier roman aussi. Finalement, c'est que dans les livres que je lisais, j'avais l'impression que finalement c'était facile. Et c'était facile à la fin. Voilà, la personne, ça y est, elle a tout trouvé, enfin, voilà, notamment les feel good où il y a des questions existentielles en jeu dans tout le roman, et à la fin, ça y est, toutes les questions existentielles sont résolues. Être parent, c'est un travail qui se fait tout au long d'une vie, en fait. C'est un engagement qu'on prend tout au long d'une vie envers les enfants, et même, on n'est pas le même parent pour le premier que pour le deuxième, pour le troisième, et continuez si vous voulez. Mais oui, elle a évolué dans le sens où elle a accepté, mais je pense que tant qu'elle ne saura pas vraiment qui elle est, est-ce qu'elle le saura, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a pris conscience que sa quête identitaire ne peut pas se faire au dépens ni de son fils, ni de ses amis, ni des gens qui l'entourent en fait. C'est vrai que c'était quelque chose qui avait été dit pour le premier roman, à la fin, un peu douce amère, c'était pas un happy end à la fin, et là encore, elle continue à se poser des questions tout au long du roman, et pas du tout, même à la fin de ce roman-là, elle n'est pas complètement guérie, je sais pas, mais elle n'est pas claire non plus avec elle-même, elle est encore dans cette recherche de poursuite identitaire. Oui, mais en même temps, il faut se souvenir que c'est aussi un personnage qui à la base n'avait pas ce désir de maternité, qui est quelque chose qui est présent chez beaucoup de femmes moi, que j'ai rencontrées. Je trouve que c'est quelque chose peut-être de générationnel, c'est-à-dire j'en ai beaucoup parlé avec ma tante parce qu'on n'est pas de la même génération, et un jour je lui ai dit une phrase qui l'a choquée, je lui ai dit pour moi la maternité c'est un sacrifice. Non mais la maternité est un sacrifice dans le sens où les femmes de ma génération, c'est un choix qu'on a depuis X années. Mais il y a cette idée quand même de vouloir s'accomplir, de plus être juste des génitrices. Donc je connais beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément envie de sacrifier leur vie professionnelle, le bien-être, parce que bon, il y a quelque chose qui tourne beaucoup, c'est l'idée de la charge mentale. Je pense que vous en avez entendu parler, mais en gros, c'est l'idée que finalement, même quand les femmes sont en couple et que les maris prennent quand même certaines tâches en charge, il y a quand même beaucoup de choses qui incombent à la femme. On attend surtout des femmes qu'elles s'occupent du foyer, qu'elles mettent ça de front avec une vie professionnelle, parce que à l'époque où on vit, c'est difficile d'avoir un seul salaire pour... voilà. Donc on attend ces sacrifices-là quelque part, c'est une attente sociale. Et il y a des femmes qui refusent ça, pour des raisons qui les regardent, mais voilà. Donc à la base, on est sur une Nina qui refusait d'avoir un enfant. Donc comment est-ce que, quand on a quand même cet enfant, on arrive à assumer pour essayer de donner le meilleur de soi, même si le meilleur, c'est pas toujours le meilleur chaque jour, ou voilà, c'est quelque chose d'un peu variable. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Oui, vous en priez, on va juste donner le micro, comme ça tout le monde pourra bien vous entendre. C'est que les yeux qui parlent. Bonsoir. Donc, moi j'ai dévoré vos deux romans. C'est-à-dire, grâce à Babelio, on m'a dit que j'allais venir ce soir, donc je me suis dit que je vais quand même lire le premier roman. Donc, vous avez commencé par le premier et oui. ensuite, d'accord. Et donc en 3 semaines, j'ai lu les 2 livres. Et j'ai vraiment, c'est pas du tout mon style de lecture. Je suis plus doigt ou vraiment des trieurs, donc ça change un peu. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien. C'est super bien. Et je trouve que vous avez abordé des thèmes de société dans le premier, dans le deuxième avec l'homosexualité. Mais dans le premier, Paola, qui se met à fumer du shit. Parce qu'elle est malade. Ça vous a marqué? Non, parce qu'elle est malade. Moi, j'ai une maladie depuis quelque temps. Donc, tout le monde ne comprend pas. Et je trouve que c'était... moi, je me suis dit, mais c'est trop bien, quoi. Il faut en parler, que ça peut aider les malades. Donc voilà, je trouve que vous faites sauter beaucoup de tabous sociétals. Et je vous remercie. Merci. Je suis d'autant plus touchée que c'est vrai que quand même juste à la vue des couvertures, on a tendance à considérer que c'est un roman féminin. Et bon, moi je suis quelqu'un qui est assez féministe dans l'âme. Et j'ai du mal avec cette idée que bon, c'est un roman pour bonnes femmes, etc. Non. En fait, c'est pas parce que c'est des problématiques qui touchent les femmes que ça ne peut pas parler aux hommes. Et inversement, moi j'ai lu plein de romans où il y avait pratiquement que des personnages masculins, j'avais aucun problème d'identification. Il y avait peut-être des choses qui me parlaient moins, mais c'est pas pour autant que je n'accrochais pas soit au personnage, soit à l'intrigue. Donc je trouve ça bien aussi que les hommes le lisent. Et il y a beaucoup d'hommes dans mon entourage qui l'ont lu aussi, qui l'ont beaucoup aimé, même si comme vous, c'est pas le genre de littérature qu'ils vont lire à la base.
Et notamment un ami qui m'a dit, j'ai pris conscience pour lui, vraiment la maternité, c'était le désir de maternité, il était présent chez toutes les femmes, il s'est venu questionner ça chez lui. Donc je trouvais ça bien, ça permet aux gens de se questionner et de réfléchir par rapport à ces problématiques. Alors, effectivement, il y a deux problématiques que celle-ci. Dans le premier, il y a le racisme aussi qui est un peu évoqué voilà, en quelques pages dessus. Et c'est aussi un moyen pour vous de toucher plusieurs termes à travers ce roman, plusieurs thèmes, plusieurs... Oui, parce que moi je suis entourée de gens qui... Enfin voilà, quand je regarde la rue, quand je regarde les gens, je vois une France qui est de toutes les couleurs. Et je trouve aussi que souvent dans les romans qu'on classe plutôt feel good, comme le mien est classé, que c'est très blanc. Et non, si, enfin, je veux dire, et c'est pas grave, il n'y a pas de mal à parler, je veux dire, il n'y a pas de mal à parler des gens blancs, enfin, je veux dire, c'est bien, mais moi, ça ressemblait pas à la France que je voyais, aux gens que je voyais. En plus, pour le coup, aux États-Unis, il y a une population nord-américaine qui est immense, donc je trouvais ça bien d'aborder ça par le prisme d'une personne qui est métisse. Le métissage, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que j'ai des amis métis, dont un avec qui je suis très proche, et même j'ai lu Green Book hier qui me parle de ça et qui dit voilà, mais les métis ont vraiment ces questions-là, je pense, moi c'est pas mon cas, mais des discussions que j'ai eues sur le fait que des fois on n'est pas assez noir, des fois on n'est pas assez blanc, et on est où en fait, on habite où les gens qui, enfin, c'est pas le cas de Anna, mais c'est quand même quelque chose qui me questionne beaucoup, c'est quand on est issu de l'immigration, où on habite finalement, on est noir aux yeux de la société française, quand on revient au pays on est trop blanc, enfin, dans la culture, donc qu'est-ce qui nous crée, qu'est-ce qui nous constitue, est-ce que c'est notre peau, notre culture, voilà, ça c'est des questions d'identité qui me parlent beaucoup, même si on ne dirait pas comme ça parce que je suis blanche, je suis née dans le Pas-de-Calais. D'autres questions, réactions? D'autres retours, n'hésitez pas. Oui. Alors, il y aura un troisième ou pas? Alors, la question du troisième, tout le monde veut me la poser, ça m'en suit. Et alors, pour l'instant, c'est aussi le choix un peu de la fin que j'ai fait sur celui-là. J'avais envie de clore parce que aussi j'ai plein de projets sur lesquels je veux avancer et qui sont indépendants de ça. Mais l'idée du troisième avait germé aussi en moi quand j'écrivais, donc toujours le premier, mais c'était plus l'idée de donner la parole à Julien, en fait. De voir comment lui il vit, comment il est quand il se retrouve dans son appartement et sa bonne femme est partie, quoi. Comment on vit ça, comment est-ce qu'il en est devenu à être aussi protecteur, aussi... Il est dur, il est très dur, mais cette dureté, en fait, elle vient d'un besoin de protection. Il a besoin enfin voilà, il a besoin de protéger son fils et puis il lui en veut, enfin, vraiment quelque chose de viscéral, quoi. Donc je trouvais ça intéressant, peut-être, éventuellement, un jour, pas tout de suite, j'ai d'autres personnages à vous présenter, d'aborder du point de vue de Julien. C'est vrai qu'il n'y a pas comme Anna, on a vraiment envie de la protéger. Moi, je trouve que c'est... C'est Anna qui vous a parlé. Non, pas Anna. Nina. Je trouve qu'on a envie de la protéger. En vérité, c'est que les enfants qui se posent énormément de questions, c'est pas simple. Et moi, ça m'a vraiment touché. Tous ces personnages, Anna également. Mais non, c'était vraiment un très bon moment. Merci beaucoup. Très touchée. Il y avait une question ici. Question, plutôt réaction. Parce que alors, moi, du tout, c'est pas du tout non plus le genre de livre que je lis. Vous lisez quoi? Moi, fantasy, science-fiction. D'accord. J'aime beaucoup aussi. Et je suis arrivée via la nouvelle Noël. Par la chaîne du club de lecture qui a dit il faut lire. Je me présume que c'est Valérie. Donc, elle était là l'année dernière. Voilà. Et du coup, j'ai écouté, sans savoir que c'était un tome 2, j'avais un peu les nickel quand c'était un tome 2. Je me suis dit, voilà, j'ai vu le premier, j'aurais pas le temps de les deux. Moi, ce qui m'a marqué, alors je vais rebondir sur Alexandre et la gentillesse, c'est même le contraire. Pour moi, j'étais très contente justement qu'il soit gentil, parce que c'est quelque chose que j'ai constaté avec toutes mes familles de malades. Les enfants de malades sont toujours attentifs à leurs parents. Et à chaque fois que je lis des romans, j'ai l'inverse. J'ai les ados en pleine rébellion et infects. Je connais aucun ado qui se montre comme ça avec un bon malade. Je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai observé aussi. Donc j'étais super contente au contraire de découvrir un petit garçon qui a compris qu'il y avait un problème et donc il devait faire en sorte que ça se passe bien.
Et ça créera peut-être des problèmes chez lui plus tard. Hein, je veux dire, quelque part, il porte le fardeau de sa mère, mais bon, tout le monde porte le fardeau de ses parents parfois. Merci. Son point de vue à lui, d'ailleurs, à l'enfant, c'est quelque chose qui vous intéresserait de développer plus tard je sais pas. Je pense qu'il y a tellement de fils à tirer. Et quand j'écris, en fait, c'était intéressant parce que moi aussi, j'ai rencontré Alexandre comme il était là et j'avais sa petite voix qui me parlait. Et oui, forcément. Peut-être qu'on croisera Alexandre quand il aura 17 ans ou 16 ans, 15 ans, en pleine crise d'adolescence, où là, peut-être, il y aura une rébellion. Quelque chose qui dira, mais comment t'as osé faire ça, quand il aura compris son histoire, s'il aura compris ce qui s'est passé. Donc oui, après, comme j'ai dit, là, ces personnages-là, je leur laisse le temps de vivre ce qu'ils ont à vivre. Et je préfère me concentrer sur d'autres choses, mais l'enfant, c'est quelque chose qui m'habite énormément, parce que je pense que tout le monde, tous les adultes que nous sommes, on a été des enfants. Et la Montessori disait l'enfant est le père de l'homme, et c'est vrai, on n'est pas les personnes qu'on est, on est tous passés par l'enfance, quoi. Et c'est ça qui nous a construit petit à petit. Et donc la question de l'enfance, là je suis en train d'écrire un autre roman, entre autres, les personnages principaux sont des enfants aussi. Mais quelque chose aussi, pas du jeunesse, vraiment quelque chose de complexe aussi, qui parle de la négligence parentale, etc. D'autres questions, de très bonnes jusqu'à présent. Des remarques ou des critiques, je prends aussi, c'est intéressant de confronter les points de vue. Oui, alors une question ici. Et après, vous, c'est ça. Après. C'est une petite question terre à terre. Est-ce que vous êtes pour beaucoup dans la couverture? Oui, non. Comment s'est fait le choix de la couverture? Parce que je trouve qu'elle est très réussie. Elle est très différente du premier. Autant les titres sont un peu en écho. Voilà, le premier, on était sur une couverture bleu pop et on voyait le départ un petit peu en Italie. Mais le choix de la couverture, ça a été fait par notre formidable chef graphiste Nicolas chez Erol. Autant pour la première couverture, enfin je ne sais pas si vous savez, mais ce livre-là, avant de sortir chez Erol, a été auto-édité. Donc j'avais moi fait une couverture qui était très différente aussi. C'est une jeune femme, on voyait juste la robe verte, on voyait Florence derrière, elle avait les pieds sur un parapet, et elle avait la jambe un peu levée, comme si elle était au bord du précipice. Finalement, je trouvais que ça reflétait bien l'état d'esprit du personnage. Et donc pour le premier, on a mis beaucoup de temps, on a fait 18 prototypes de couverture avant de trouver le premier. Le deuxième, elle s'est imposée d'elle-même. Il en a fait un, enfin moi j'en ai vu qu'un, et ça a été adopté parce que, en plus je trouve ça formidable, enfin, on voit une amitié, et en même temps, je trouve qu'on a Nina et Anna, quoi. Il y a une métisse, je trouve ça super, je la trouve très belle et très réussie aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi c'est une des scènes, je vous en reviens, c'est la scène de l'échange qu'a eu Nina avec son fils quand elle doit lui annoncer qu'elle va rentrer plus tard, etc. Et j'ai trouvé que c'était chargé d'un tel niveau d'émotion et d'une telle intensité que voilà, il y a ça aussi, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... moi ça m'a énormément touchée, j'ai lu ça dans le métro, j'ai pleuré dans le métro, mais c'est pas grave, j'assume. Mais c'était... je trouve ça magnifique de pleurer à côté. Enfin, moi aussi j'ai eu des moments de larmes, vraies larmes, quoi, après avoir vu un film ou un livre. Je suis lu un livre, du coup, pas vu. Je suis très touchée. C'est beau de se laisser aller à cette vulnérabilité, même dans le métro, par exemple. Ce n'est pas le lieu le plus propice. Désolée, je ne suis pas parisienne, c'est mon endroit préféré. Voilà. Merci, Elisabeth. D'autres questions? Tiens, je vais donner. Guillaume, question. Juste pour revenir un tout petit peu sur la couverture et revenir sur aussi ce que vous avez dit, peut-être que c'est un fil de book. La deuxième couverture fait moins de fil de book que le premier. Vous classeriez-vous ce roman dans les fils de book? J'ai une critique d'une lectrice chuchute. J'appelle ça un roman doudou qui réconforte dans des périodes parfois compliquées de la vie. Vous vous retrouvez dans cette idée-là de roman? L'idée du feel good, moi quand je l'ai écrit, j'avais pas d'idée particulière en tête, donc j'étais pas partie là-dessus. Pour moi, un feel good c'est quand même plus léger. Je pense qu'il est classé là-dedans parce que, et c'est peut-être un trait de ma personnalité, ou même dans les moments sombres, il y a toujours une chose qui va me faire rire, ou un moment où une petite chose, une personne que je vais voir, voilà, ça va me. Donc j'aime bien glisser comme ça, une petite touche d'humour. Il y a une bienveillance, je pense aussi, vis-à-vis des personnages qui fait qu'on n'est pas dans quelque chose de
sais pas comment écrire ça. Pour moi, c'est plus du roman général en fait, parce qu'il traite de problématiques qui sont bien loin du feel good, ou pour ce que j'ai lu, et je ne suis pas une pro, mais pour moi, les personnages dans le feel good, c'est souvent des personnages féminins, et ils sont toujours un peu lisses. Ils ont toujours des problématiques, voilà, comme je dis, qui se résolvent toutes à la fin, et souvent les problématiques, c'est comment perdre 5 kilos, comment trouver l'homme de ma vie, comment m'accomplir professionnellement, et c'est des problématiques que je me pose aussi, mais il n'y a pas que ça, on n'est pas que ça, et notamment les femmes, enfin, on est bien plus que ça, et il y a des choses qui se jouent qui sont plus profondes, je pense. Une question. Casimir. Oui, bonsoir. Casimir, c'est vous. C'est moi. Désolée. Non, rien de tout. Bon, buonasera. Buonasera. Grazie, sono impressionato por il bellissimo libro. Tout le monde parle italien, évidemment. Je vais traduire. J'ai juste parlé de pizza, de Chianti et d'antipasti avec Mélanie Taquet. Donc, merci beaucoup. Grâce à Babylon, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu dans une interview, vous disiez ce qui est plus grand que la mer, c'est le ciel, ou le contraire, et ce qui est plus grand. C'est pas vous. J'ai vu sur un de vos. Oui, c'est Victor Hugo. C'est une phrase que j'ai hésité à me faire tatouer. Finalement, je suis partie sur du Shakespeare. En tout cas, je suis partie sur le fait que vous aviez eu le prix Rimbaud. Ça, oui. J'ai été publiée. En fait, j'ai participé au concours de. Vous avez tout lu. Je suis touchée de Babelio, Victor Babelio. Oui, en fait, quand j'étais adolescente, j'ai participé au concours, au prix Rimbaud, au concours de la Maison de la Poésie, donc c'était il y a quelques années déjà. Je ne vais pas vous dire combien. Oui, mon recueil a été primé, et d'ailleurs, sur cette année-là, j'ai eu 2 poèmes qui ont été publiés dans le recueil des lauréats. Et il y en a un, c'est un calligramme. Que j'avais fait. J'ai eu honte de ça pendant des années parce que je dessine tellement mal, j'avais honte de voir mon calligramme en couverture. Et puis un autre poème, en effet. Il y a une nouvelle qui s'appelle L'instant des innocents. C'est un recueil de nouvelles. Est-ce que Nina est vraiment aussi innocente que prévu? Je sais qu'elle est impulsive, mais est-ce qu'elle est aussi innocente que ça? Je pense pas que pour Nina ça se joue en termes d'innocence ou de culpabilité. Je pense juste que c'est. Je pense qu'elle le dit très bien elle-même dans le roman, c'est que toute sa vie, en fait, elle a été d'une docilité parfaite envers sa mère, et voilà, tiens-toi bien, mets pas tes coups sur la table, fais ce qu'on nous dit, et puis tout à coup, à 30 ans, ça a explosé, en fait. Ça, c'est aussi quelque chose que je défends, c'est de laisser la personnalité de l'enfant s'exprimer, pas au point où ça ravage tout, et ça prend trop de place dans une famille, mais les enfants ont le droit aussi de s'exprimer et de dire moi j'aimerais faire ça, ou enfin laisser la place et pas projeter nous ce qu'on a en tant que parents sur nos enfants. Je pense que c'est très important, et donc voilà, je pense pas que Nina ça joue en termes d'innocence ou de culpabilité, mais parce que puis elle emporte son lot de culpabilité quand même vis-à-vis de sa face, mais elle c'est vraiment pour moi c'est une nébuleuse, Nina, c'est vraiment quelqu'un de très nébuleux. De toujours, elle est protéiforme, elle va prendre forme là où on l'attend pas. Je trouve que c'est le personnage le plus fascinant à décrire. C'est pas mon préféré, mais c'est le personnage le plus fascinant. Moi j'ai beaucoup aimé Nina. Ce que j'ai vu aussi, c'est que Nina se tient d'Anna. Et Anna, ça vient de l'hébraïque Hana, avec un H-A-N-A. Ce sont 2 personnages de la même personne, Anna, Nina. Je crois que c'est deux facettes. C'est ça, hein. Le masque de ses jumeaux, je crois. Janus. Janus, voilà. Ok. Et donc voilà, c'est finalement 2 facettes de femmes et aussi de maternité de type. Enfin, ça, c'est aussi abordé un peu dans le roman quand Nina revient, qu'elle se replonge un peu dans ses souvenirs au niveau du premier. Où voilà, Nina, elle était très contenue et tout ça, et Anna, c'était une exubérante, et finalement, comme 2 aimants, 2 faces opposées, mais qui s'attiraient énormément. Donc voilà, pour moi, c'est 2, et j'ai ma meilleure amie qui a lu celui-là également, qui m'a dit, je reconnais tes 2 facettes, j'ai eu peut-être ces 2 facettes, de toute façon, on est tous un petit peu ce qu'on écrit. Donc, ouais, c'est ce que j'avais vu. D'ailleurs, on décide de vous l'écrivez, hein, quand Anna est triste, il y a Nina qui loue son bras autour d'elle, etc. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est Gigi Lamorance. Je suis tellement heureuse que vous me parliez d'elle, parce que c'est mon personnage préféré dans ce deuxième roman. Pas forcément un très beau rôle. Non, mais alors, d'une
elle est entière. C'est le personnage le plus entier qu'on peut trouver dans ce roman, parce que pour le coup, Marco, moi je l'adore parce qu'il est inspiré d'un de mes meilleurs amis italiens. Mais alors, dans ce roman, il est d'une lâcheté incroyable. Et elle, c'est le seul personnage qui est vraiment entier, quoi. Une vraie Italienne du Sud. Moi, j'ai adoré l'écrire parce que voilà, les Italiens du Sud, ils ont une... Voilà, c'est des filles qui ont du bagou et en même temps qui s'intègrent quand même dans des rôles sociaux assez déterminés, quoi. Mais c'est un personnage que j'adore. Donc Gigi, l'œil de velours, comme le caresse, alors c'est bien ça. Hein? Et bien par contre, Mario, qui ça? Marco. C'est vrai, Margot. Voilà, Marco, pardon. Difficile hein, par rapport à Gigi. En fait, Marco, c'est très intéressant parce que là aussi, c'est quelque chose que j'ai pu observer et discuter beaucoup avec des amis filles et des amis hommes aussi, qu'on a observé quand même globalement. Voilà, des fois, les petits trentenaires, on se retrouve, on boit un verre et on débriefe nos vies. Et j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dit que finalement, à chaque fois, les femmes, c'était elles qui étaient parties, même quand elles sentaient que c'était fini. Les hommes restent par lâcheté. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien loin de moi cette idée, mais il y a quand même, de façon générale, et j'ai eu l'approbation de beaucoup de mes amis hommes sur le sujet, qu'il y a quand même une certaine lâcheté, que peut-être par peur de faire souffrir, enfin voilà, je pense que c'est pas voulu, mais lui, il s'est réfugié dans sa relation de pansement, et puis il était bien, c'était confortable, ça faisait pas de vagues. Il s'est laissé embarquer dans ce rêve d'enfant qu'elle a, et elle l'adore, quoi. Et voilà, quand on sent que c'est plus ça, il faut avoir le courage, et lui, le courage, pour le coup, il n'y a pas trop. Là, je voulais savoir, effectivement, les hommes sont assez lâches, hein, c'est ça? Ils sont assez lâches. Je me permettrai pas de mettre tous les hommes dans le même panier. Moi, cette idée, parce que je déteste qu'on fasse ça avec des femmes, donc je me dis, mais pourquoi on le fait? Mais Marco, il est fier, il est brave dans le calcio, mais il n'a rien dans le caleçon, alors. C'est ça? Je ne me permettrai pas de pour le coup. Personnel. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais c'est vrai que voilà, moi, je le regardais faire et je me disais, mais comment, vas-y, je sais pas, sors-toi les doigts, pardon pour l'expression, mais je sais pas, ça me frustrait aussi, quoi, mais dans sa psychologie, je voyais pas comment il pouvait avoir ce réflexe, quoi, il était pris dans un engrenage, en fait, et il se sentait comme ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé votre écriture. Merci beaucoup. Ensoleillé comme le ciel de Florence. J'ai lu ça comme ça, comme une gélatine. Hein. C'était délicieux, merci beaucoup. Et donc, 2018, c'était là. 2019, c'est encore là. 2020, non? On croise les doigts. On se là. Et on revient toujours à ces anciens amours, c'est ça? Parce que vous êtes revenu à Babylone. Oui, bah oui, je pense que... Enfin, j'espère. Je suis invitée. Bien sûr, mais évidemment, d'ailleurs, les lecteurs de Babylone sont remerciés dans le livre à la fin. Tout à fait. Parce que... Si, pas que l'équipe aussi, parce que moi, j'ai débuté ma vie d'auteur l'année dernière, et notamment avec cette rencontre. C'est la première fois où j'ai rencontré des lecteurs, des gens qui avaient lu mon livre, qui étaient venus pour me parler. Et je trouvais que c'était formidable. Je suis ravie de renouveler l'expérience et de rencontrer des nouvelles têtes, d'en voir d'autres qui étaient déjà là. Je suis très touchée. On peut profiter pour lire le premier, du coup, si vous avez compris à certains. Et du coup, c'est pour écrire le premier. Merci. Alors, j'ai beaucoup aimé. J'ai ramené un pop-up de Florence. Je vous le donnerai tout à l'heure. Ben oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous avez choisi le titre de votre livre. Du premier ou du second? Alors, le premier, dans sa version auto-éditée, s'appelait Une vita pas si dolce. Parce que la dolce vita, le BNB, et finalement, la vie n'est pas si douce que ça. Donc, le titre a été choisi, du premier a été choisi en accord avec mon éditrice, Stéphanie. Pareil, là aussi, on a cherché longtemps, est-ce qu'on gardait le titre italien, enfin en italien ou pas. Et puis on est parti sur Reste aussi longtemps que tu voudras, qui est une parole prononcée. Et là, je trouvais qu'il s'est imposé, moi qui suis en général nulle pour trouver des titres, c'est le truc que je déteste faire quand j'écris, ça ne vient pas. Là, à un moment, Anna prononce cette phrase et je trouvais que ça collait très bien, et puis ça faisait écho au premier, donc on voyait le lien, d'autant qu'après on a fait des couvertures qui étaient très différentes. Donc voilà, reviens quand tu veux, puis il y a cette idée d'accueil quand même qui est présent aussi, parce que quand on part, on s'attend à être accueilli ailleurs.
D'autres questions? On a plus beaucoup de temps. N'hésitez pas. Ça passe trop vite. Ça passe vite. Mais après, vous pourrez échanger évidemment sur un verre. Une question peut-être, on a touché très rapidement sur le sud de l'Italie et sur ce personnage justement qui vient du sud. Donc effectivement, on est en premier, on était à Florence. Et là, on est un peu descendu à Naples. Donc c'est un choix symbolique évident de repartir vers le sud, d'explorer cette Italie-là un peu. C'est marrant que vous disiez ça parce que en fait, moi-même, je suis revenue vers le sud aussi parce que je suis passée de Londres à Montpellier l'année dernière. Mais donc c'est cette expression revenir vers le sud qui me parle. Pour Naples, un mariage en général c'est célébré près de sa famille. Donc là, ce personnage-là était du sud de l'Italie. Ça me semblait logique. Les deux personnages protagonistes étaient du sud de l'Italie, donc je trouvais ça bien. Moi, j'ai pu aller explorer aussi du coup, parce qu'il faut savoir que j'ai du mal à écrire si j'ai pas vécu quelque chose, parce que c'est important pour moi de ne pas rester dans les clichés. Je pourrais écrire une histoire qui se passe à New York ou je sais pas où, mais il y a des clichés, il y a des clichés qui sont avérés. Là, les gens qui sont sur les scooters sans casque et qui passent comme ça, je l'ai vécu, j'ai pas une faire renverser, mais je voulais aussi vivre la ville, la magie, des choses. C'est deux villes tellement différentes. Donc voilà, l'année dernière, je suis partie à Naples un petit peu, explorer quelques jours la campagne. Et c'était important pour moi de mettre aussi, puis montrer différentes facettes de l'Italie, parce que l'Italie, c'est un pays qui n'existe que depuis le 19e siècle. Avant, en fait, c'était des royaumes, des régions ils ont chacun leur langue ou ce qu'on appelle un dialecte. Un dialecte, c'est rien d'autre qu'une langue, mais qu'on essaie de dire pas aussi bien. Donc voilà, ils ont des cultures, ils ont des plats, ils ont ils ont vraiment, c'est une vraie culture à part entière avec des mentalités différentes. Et j'ai parlé, quand j'étais là-bas, j'étais dans un Airbnb avec deux Napolitains, dont un qui avait vécu à Florence. En plus, on avait pris le même train, on était arrivés en même temps, c'était assez drôle. Et il me disait, mais Florence, c'est plat. C'est d'une platitude. Pour lui, Napolitain, Naples, je ne sais pas si des gens ont déjà été, mais c'est une ville qui est au pied du Vésuve, qui est très vallonnée, quoi. Et pour lui, les mentalités sont reflétées un petit peu par l'architecture de la ville. C'est très beau, c'est propre, c'est majestueux, mais c'est plat. Je trouve ça intéressant. Pourquoi les critiques? Je vous en prie. Garde ma question pour après. Pourquoi vous avez tué la belle belle? Spoiler, désolé. Petit spoiler. Ouais, c'est une bonne question, mais je trouvais ça au niveau. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Non, pour moi, c'est un personnage. Déjà, j'étais pas sûre qu'elle revienne. J'avais hésité à la faire revenir en fait, parce que j'ai un copain qui bosse en cancérologie et qui m'avait dit. D'ailleurs, il va le lire là, mais depuis 1 an, c'est un de mes meilleurs amis. Il me dit non mais la vieille, elle meurt. La vieille, elle meurt, c'est obligé, personne ne se remet de ça. Et en même temps, je trouvais ça beau de la faire revenir. Et puis je voulais finalement, c'est magnifique la façon dont elle meurt, parce qu'elle se sacrifie pour sa petite fille. Donc je trouvais ça plus sympa que de la faire mourir dans un service de cancéro avec des intraveineuses partout. Voilà. Je sais pas. À propos de l'écriture, une critique de Lunatic 57, une écriture plus mature qui se ressent sur nos personnages, sur vos personnages. L'écriture, il y a eu un changement dans votre approche de l'écriture de ce deuxième roman? Oui, un gros changement. Alors déjà, le premier, j'ai mis 5 ans, un peu en dilettante à l'écrire, celui-ci, j'ai mis 3 mois. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes temporalités. Celui-ci, je l'ai écrit, j'avais un délai, donc je devais respecter les délais. Et moi, je vois que j'ai grandi au niveau de mon écriture parce que le fait d'avoir retravaillé le premier, qui est auto-édité avec des correcteurs qui sont professionnels, ça m'a beaucoup fait grandir. Et puis, c'est comme pour le sport, c'est comme pour n'importe quoi. Plus on s'entraîne, plus on est bon. Après, tout dépend là où on met le niveau d'excellence, mais plus on pratique quelque chose et plus on va s'améliorer. C'est une tendance humaine qu'on a tous, quoi. J'espère que le troisième sera encore mieux écrit. Alors le troisième, non, alors d'autres romans du coup en attendant peut-être? Oui, voilà, le troisième roman, mais pas le tome 3, le troisième roman. Avec des enfants, on n'en dira pas trop? Peut-être celui-là, peut-être d'autres, parce que comme je travaille sur beaucoup de projets en même temps en ce moment, comme j'ai rien de
défini, je laisse un petit peu mes idées voilà, suivre le papier. Parfois je vais en prendre un, je vais le faire avancer, puis je le laisse reposer, puis j'en prends un autre, je le fais avancer aussi. J'aime bien avancer aussi comme ça. C'est dans votre tête, c'est sur des bloc-notes, vous écrivez beaucoup des fiches, des choses, Non, c'est beaucoup dans ma tête. Et alors, en fait, comment j'écris tout sur ordinateur maintenant. Avant, je passais par le papier. C'est trop mignon. J'ai retrouvé des carnets que j'avais tenus quand j'étais en Italie avec des idées pour Nina en mode question. Et j'ai retrouvé ça 6 ans plus tard. Et je dis, finalement, j'ai suivi plus ou moins les idées que j'avais déjà à l'époque. Je passais beaucoup à bloc-notes, maintenant j'ai arrêté, souvent ça me vient la nuit au moment de m'endormir, un truc pas du tout embêtant quand on travaille le lendemain, mais alors je prends mon petit téléphone et je mets des notes comme ça, des phrases qui me semblent jolies ou bien des idées, voilà, je note tout ça comme ça, et puis après quand je me mets face à mon ordinateur, là je rédige un peu plus, je retravaille, je manie les mots, j'aime bien... On a une langue qui est tellement magnifique et qui peut dire tellement de choses à la fois avec des mots très simples. Donc voilà, j'essaie de travailler, d'agencer. C'est un peu un jeu de Lego finalement, l'écriture. Eh ben, merci beaucoup. On va passer à la séance de dédicace. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Peut-être que certains vous avez